Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Les sénateurs mènent actuellement une mission d'information sur la gestion des risques climatiques et ils ont notamment auditionné les représentants de la profession d'agriculteurs très touchés par le dérèglement du climat. Les épisodes de sécheresse affectent les récoltes de plus en plus souvent et l'enjeu pour les agriculteurs est de se protéger financièrement en cas de coup dur climatique. Les agriculteurs face aux risques climatiques, c'est tout de suite. Donc l'indemnisation des pertes pour les exploitations agricoles fait l'objet d'un régime spécifique qui est dédié à la prise en charge des calamités agricoles, distinct du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles et qui présente un fonctionnement bien particulier. On l'a, je vous le disais, vu ce matin. Par ailleurs, il nous a été signalé que la couverture assurantielle des activités agricoles face aux risques naturels présentait des difficultés particulières par rapport à celle des biens des particuliers dont le taux avoisine les 100% en métropole. Ce n'est pas forcément le cas en Outre-mer. Sans plus attendre, je vais vous laisser la parole pour une présentation rapide, enfin ce que vous souhaitez nous dire. Ensuite, après, l'objet, c'est effectivement de répondre aux questions de nos collègues, et ils sont, vous le voyez, nombreux autour de cette table. Mais d'abord, à Madame la rapporteure, qui forme avec moi ce tandem pour gérer cette mission, donc qui est Nicole Bonnefoy, et qui interviendra juste après vos interventions. Ensuite, je passerai la parole à chacun des sénatrices et sénateurs qui souhaitent intervenir ou vous poser des questions. Voilà, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, vous êtes arrivé en premier, donc je passe la parole à Cécile Muret. Voilà, c'est ça. D'abord, je vais me présenter. Cécile Muret, je suis paysanne dans le Jura, sur une ferme reprise arcade familiale il y a une douzaine d'années. Production principale, légumes de plein champ, maraîchage, un peu de céréales et de la luzerne pour les rotations. D'ailleurs, d'abord vous signaler qu'à l'échelle de 12 années de production, on ressent la vitesse à laquelle avance le dérèglement climatique. Ce qui est quand même hallucinant parce que 12 années, c'est pas beaucoup. Alors on imagine à l'échelle d'une vie humaine et a priori... les changements climatiques, historiquement, on les analyse plutôt à l'échelle géologique. Donc ça va très vite. Ajouté à ça, je me souviens que quand je me suis installée, déjà intéressée à la question du dérèglement climatique, on nous annonçait dans le Jura le climat d'Avignon en 2050. Et puis, chemin faisant, on nous l'annonce plutôt en 2040. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Jura et le Doubs est une terre de production du comté qui valorise par son cahier des charges la production d'herbe. On pourra revenir dessus tout à l'heure. On nous annonce aujourd'hui une perte de production de matière sèche à l'hectare de moins 30% environ, c'est les estimations, dès 2030. Dès 2030. Donc ça fait dans une grosse dizaine d'années. C'est dire à la vitesse où ça va et c'est dire effectivement de s'intéresser à la question, et nous en sommes ravis, des conséquences du dérèglement climatique. Alors il y a toujours eu des aléas climatiques en agriculture, mais ils sont grandissants et on a du mal à mesurer à quel point les conséquences vont être. Pour revenir à la question du sujet aujourd'hui, sur le Fonds national, puisqu'on est typiquement sur le Fonds national, recentré sur le Fonds national des garanties calamités agricoles. Nous, ce qu'on relève d'abord, c'est que la première des mesures à porter d'un point de vue de politique agricole commune, c'est la prévention. Et la prévention, ça passe par permettre une meilleure résilience des exploitations, et ainsi être plus efficient et avoir une capacité plus importante de résistance aux aléas. Ça passe du coup par une diversification des productions à l'échelle ferme et à l'échelle territoire. Et ça passe aussi par une valorisation de cette diversification. On pourrait parler revenus et du coup de dégager une valeur ajoutée par rapport à cette diversification. C'est du coup devenir moins vulnérable.
Sauf, et donc c'est là où on va lister un peu les limites, à notre sens, du Fonds national garantie des calamités. Aujourd'hui, tels que les seuils sont définis et tels que les barèmes sont évalués, ça ne colle pas avec ces schémas de diversification. On pourrait dire du coup que les barèmes sont à notre niveau désuet au regard de cette diversification, au regard de l'estimation de la valeur ajoutée dégagée par les exploitations. Donc, par exemple, quand on parle d'agriculture biologique, les barèmes ne sont pas forcément en cohérence avec le revenu dégagé et espéré avec une perte de production. La diversité aussi, puisque quand il y a une analyse d'un aléa sur une ferme, typiquement, je vais prendre l'exemple de ma ferme, ce sera plus simple. Typiquement sur ma ferme, il y a une trentaine d'espèces cultivées. Et pour bénéficier des fonds et rentrer dans les seuils, si on a une perte de production, je peux prendre la culture de tomates, qui est une culture importante chez nous, de carottes, pardon, qui est une culture importante, il y a un hectare de cultivé. Si on a une perte sur cette culture-là, ça ne va pas forcément occasionner la perte de... Enfin, on ne va pas forcément rentrer dans les critères généraux. L'autre critère de perte, c'est un peu compliqué, mais de 30% sur l'ensemble de la production. Bon, là, on a une culture directe. Alors là, ça devient encore d'autant plus compliqué quand on passe par la culture d'herbe, qui est valorisée par l'élevage ruminant et qui finalement subit une transformation sur la ferme. Et parfois, et bien souvent, les éleveurs achètent du fourrage pour pouvoir compenser les pertes de production en fourrage et du coup se retrouvent écartés des critères de perte de production. L'autre critique qu'on peut faire par rapport au fonds, c'est les soucis de zonage et d'évaluation de ces pertes. Bon, ça, vous en avez entendu parler. Et puis, le dernier, qui n'est pas des moindres, c'est la lenteur extrême du système. Sécheresse 2018, il y a encore des dossiers qui arrivent au fond pour être analysés, portés par les DDT des départements. Ce qui veut dire que parfois, quand la ferme arrive à être indemnisée, ça arrive parfois 18 mois après l'aléa. Ça pose un vrai souci. On pourra compléter plus tard. Et si on parle du régime assurantiel privé, qui est en partie pris en charge par le deuxième pilier de la PAC, ça pose un souci, entre guillemets, de concurrence avec ce que je vous ai dit dans mon propos. Le deuxième pilier de la PAC accompagne la diversification des exploitations, la transition écologique, et du coup est en concurrence avec cette enveloppe-là, clairement. Et secondement, ce qui est un peu terrible, c'est que ceux qui diversifient, qui font la transition écologique et génèrent de la valeur ajoutée, quand ils ont un aléa, n'ont pas pu s'assurer. Et du coup, c'est un peu la double peine. Ils n'ont pas pu s'assurer et ne peuvent pas bénéficier du fonds de garantie calamité agricole. Typiquement, et je termine là-dessus, si on me dit, mais bon, vous êtes diversifié, bon, bah écoutez, cherchez la solution du côté de l'assurance privée. Alors, quand on commence à faire les calculs sur une production comme la mienne, qui est à haute valeur ajoutée, on m'annonce 8% de mon chiffre d'affaires, de prime d'assurance. Autrement dit, grosso modo, 18 000 €. Et en plus, tout le parcours de reconnaissance auprès de l'assureur privé va être compliqué parce qu'ils ont une approche, comme le fonds d'ailleurs, culture par culture, et pas une approche de l'ensemble des cultures. Et du coup, quand on a creusé, parce que je me suis intéressée à la question, ils m'ont dit, mais en fait, Madame Muret, nous, Groupama, pour ne pas le citer, on a assuré chez eux, pour les bâtiments et tracteurs, nous ont dit, en fait, on ne peut pas et on ne veut pas vous assurer, le risque est trop grand. Je termine par la dernière loi de finances qui a mis en place l'épargne de précaution, alors ça a changé de nom. C'est plus les DPA, mais enfin bon, je ne me souviens plus son nom. Donc ça, c'est vraiment un outil qui nous semble intéressant. Au départ, effectivement, qui est sur le sujet des aléas.
C'est quelque chose que nous, on a utilisé sur la ferme. Il permet de lisser le revenu sur les mauvaises et les bonnes années. Ceci dit, elle présente un défaut, c'est qu'elle demande de bloquer 50% de trésorerie, que les fermes n'ont pas forcément, particulièrement en élevage. Et secondement, ça nécessite d'avoir du revenu pour pouvoir faire de l'épargne. Voilà. Moi, c'est Jean-Louis Fenard, je suis agriculteur dans le Pas-de-Calais et également dans le département de l'Eure, près de Rouen. Moi, j'ai constaté en une trentaine d'années que les moissons étaient avancées de 3 semaines quand même. Hein. Donc, je suis producteur de céréales, donc grande culture, avec légumes d'industrie, pommes de terre de consommation et lin textile. Donc assez diversifié, varié, et c'est ce qui nous permet aussi de faire face parfois à des aléas qui sont forcément climatiques, économiques, sanitaires et tout ça. Enfin, disons qu'il y a beaucoup d'aléas qui sont en agriculture. Hein. Et moi, donc, je remarque que les moissons étaient avancées de 3 semaines, et même dans le Pas-de-Calais, on commence à avoir de la vigne. Alors vous allez me dire, où ça? Sur les terris. Bon, c'est peut-être un peu particulier, malgré tout, il y a un peu de vigne. Oui, je sais, parce que je vous connais, vous êtes des Charentes, hein, et vous travaillez sur la prévention au niveau des vignobles, et vous avez fait un travail remarquable, et vous êtes connu là-bas, et je pense que c'est François Lucas qui doit vous connaître un peu plus qu'il est Charentes. Voilà. Donc, moi, je parlerai peut-être plus de ce que je sais, certains de la viticulture, pas trop. Hein. Du temps des calamités agricoles, on payait tous sur nos contrats d'assurance. Il y avait une surprime pour les calamités agricoles et l'État a souhaité se désengager parce que les risques devenaient trop grands. Donc, mais j'ai pas vu, avec ce désengagement, tout ce qui est assurable, donc c'est les assureurs privés, hein, et eux maintenant ont ces problèmes-là aussi, ils trouvent que ça devient dangereux d'assurer les agriculteurs parce qu'ils ne connaissent pas bien les risques. Donc, nous, on n'a jamais été favorable à l'assurance récolte, parce que d'abord, il faut assurer 70% donc, de son exploitation agricole, et je peux vous dire qu'il y a des cultures qui sont vraiment inintéressantes à assurer. Par exemple, mon propre exemple, moins je produis en pommes de terre de consommation, plus je gagne, au niveau français quand même ou européen. Il vaut beaucoup mieux vendre 35 tonnes de pommes de terre à 280 € que vendre 45 tonnes à 50 €. Ça, c'était mon cas personnel. Donc vous voyez, déjà il y a des choses, les producteurs de betteraves peuvent dire la même chose aussi, ça ne convient pas. Et on a une obligation de s'assurer à hauteur de 70%. Donc nous, on va favoriser la prévention au niveau de l'irrigation, du drainage, la succession des cultures. Il ne faut pas être trop spécialisé. Moi, le premier, je fais attention aussi de ne pas pousser mes sols de pommes de terre dans des proportions importantes. On va favoriser les filets paragrèles et même des retenues d'eau collinaires, comme il se passe aussi, et c'était très agréable, le lac de Caussade, où le ministère avait donné son avis favorable, et comme par un tour de passe-passe, les écologistes sont passés derrière, ça a été stoppé. Donc je trouve que c'est intelligent de récolter l'eau de l'hiver pour irriguer l'été. Mais bon, pour l'instant, ça ne se passe pas bien. Donc nous sommes également, pour les techniques un peu nouvelles, les semis-directs et semis-simplifiés aussi, qui font que par une culture différente, on a meilleure rétention de l'eau. Hein, plutôt que d'avoir des cultures où tout ruisselle et des coulées de boue dans les villages, ça c'est très malvenu. Hein, et là, on a encore des efforts à faire à ce niveau-là. Hein. Moi, personnellement, j'ai investi dans des roues anti-ravines en plantant mes pommes de terre pour faire des micro-ravines pour que l'eau puisse s'infiltrer au lieu de couler vers l'aval. Hein. Des bandes enherbées également en bas de vallon, c'est des choses possibles. Sinon, on n'est pas favorable non plus à ce que ça soit financé par la PAC, parce qu'il faut savoir qu'on réoriente des budgets sur l'assurance récolte, hein, qu'on ne sait pas trop identifier. Actuellement, la pénétration dans les grandes cultures est autour de 30%. Hein, et si on dépasse l'enveloppe, hein, justement, il y a un coup de rabot. Donc les gens, au lieu d'être subventionnés à 65% de leur contrat d'assurance, peuvent être subventionnés à beaucoup moins dans le contrat socle. Bien sûr, il y a des contrats
complémentaires, hein, pour tout ce qui est qualité, pour qui est extension de garantie, qui sont moins intéressants, mais bon, ça pose quand même problème. Donc nous, on n'est pas tellement favorable parce qu'on peut penser que 100% des agriculteurs financent les contrats de 25 à 30% des personnes assurées. Et si on a imaginé d'aller beaucoup plus loin encore, ça serait bien pire. Il faudrait mettre des budgets de la PAC colossaux pour remettre 100% des agriculteurs dans l'assurance récolte, hein, et ça ne suffirait pas. D'ailleurs, aux États-Unis, ils font marche arrière. Parce que nous, on veut laisser la liberté aux agriculteurs de s'assurer, de faire de l'épargne de précaution. Vous comprenez bien, moi, l'épargne de précaution, ben, je dois en faire beaucoup parce que vendre des pommes de terre à 50 € la tonne, c'est perdre beaucoup trop, hein. Donc je suis tout le temps en train de jongler aussi, hein, à ce niveau-là. Ensuite, laisser transiter l'argent de la PAC sur les comptabilités des assureurs, c'est pas l'idéal non plus. Parce que bon, ça rentre dans leur comptabilité et ça reste bien dedans, hein. C'est malsain. Comme on a vu le prix du blé avec la PAC 92 s'effondrer, on n'a pas vu la baguette de pain diminuer le prix, ni le jambon. Ça n'a pas diminué. Donc, je pense que là derrière, les intermédiaires en ont profité. Quand le blé baisse un petit peu, on ne dit rien. Si le blé monte de 10%, tout le monde crie. Et je trouve que le blé n'est pas un prix excessif, si bien que même dans des pays en voie de développement, le patron, là, Beck Bégère, a vendu 30 000 hectares en Ukraine parce qu'il s'en sort plus, problème de trésorerie, hein, il a dû sacrifier un tiers de sa ferme. Voilà, donc nous, on va insister là-dessus, on sera vigilant aussi à ce niveau-là, hein. Il faut développer l'épargne de précaution, il faut développer toutes et puis il ne faut pas être trop diversifié surtout. Voilà, il faut quand même être, parce qu'il y a tous les risques financiers aussi qu'il faut savoir gérer. Et ça, c'est pas évident, ça, c'est très difficile. Très bien. Merci, Monsieur Fénard. Monsieur Limousin, c'est, juste pour votre information, la semaine de la Vendée. Oui, j'ai vu ça. Donc Didier avait déjà fait tweeter notamment, et puis c'est lui qui a eu le plaisir de m'accueillir tout à l'heure. Donc je pense que je suis arrivé au bon moment, quoi. Donc pour profiter de cette semaine de la Vendée, et puis j'en suis ravi que il y ait les départements qui soient mis à l'honneur avec leur savoir-faire, bien évidemment. Et donc j'espère qu'à tour de rôle, donc, ça permet de faire découvrir à tout le monde les savoir-faire de notre territoire. Donc Joël Limousin, moi je suis agriculteur en Vendée, donc. Je suis vice-président à la FNSEA, chargé de dossier gestion des risques climatiques et sanitaires. Et je préside également le Fonds de mutualisation sanitaire et environnementale, le FMSE. Je reviendrai rapidement dans l'aspect global. Et je suis président de la Chambre d'agriculture de mon département en Vendée également. Je suis agriculteur sur une exploitation de 380 hectares en GAEC, à 6 associés, plus un salarié. En polyculture élevage, nous avons 60 vaches laitières, 150 vaches charolaises avec engraissement de taurillon et 300 truies naisseurs engraisseurs avec fabrication d'aliments à la ferme. Nous sommes complètement autonomes avec production de blé, orge, maïs, avec irrigation, et les 2 tiers de l'exploitation sont également drainés. Tout ça explique un petit peu dans l'aspect de la prévention du risque, où le département de la Vendée fait partie, comme d'autres, très touché par les sécheresses d'une année sur l'autre. Sans doute un petit peu moins 2018 que d'autres régions du Grand Est, mais on sait que cet aspect climatique est fondamental. Pour peut-être, de façon en introduction, notre approche à la FNSEA, pour nous, c'est véritablement d'avoir une vision à plusieurs niveaux. Premièrement, et j'en suis ravi que mes collègues aient mis en évidence l'épargne de précaution, parce que nous l'avons portée, poussée très fortement, et je vois qu'il y a unanimité professionnelle aujourd'hui pour soutenir cette épargne de précaution. Et ça, c'est un vrai moyen, quand les choses vont bien, de pouvoir stocker, et notamment dans le secteur de l'élevage, quand on veut faire du stock, eh bien, cet outil est complètement adapté, bien évidemment. Et donc ça, c'est quand même cet intérêt sur un plan fiscal.
Ça fait aussi partie de toute la panoplie au travers de la gestion d'une exploitation, mais de pouvoir sécuriser son exploitation au travers, bien sûr, des assurances qui sont les assurances bâtiments, matériels, etc. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien géré avec des assureurs privés, bien évidemment. Mais l'aspect climatique, on s'aperçoit que, eh bien, on avait, par nos prédécesseurs, un dispositif qui a été le Fonds des calamités agricoles, qui a été une bonne idée, une très bonne idée, qui a été vraiment avec une contribution, comme Jean-Louis l'a évoqué, contribution de 11% de nos primes d'assurance, qui était où chaque agriculteur, dans ses primes d'assurance, 11% allait dans ce fonds des calamités. Ce qui faisait grosso modo une bonne centaine de millions d'euros chaque année, qui était la contribution des agriculteurs. Et le principe, c'est que l'État accompagnait l'équivalent chaque année. Donc on avait une masse financière d'environ 200-250 millions d'euros qui permettait de faire face, bien évidemment, à ces aléas. Alors, les années où il n'y en avait pas, l'État n'accompagnait pas, ne déboursait pas en tant que tel. Par contre, on a eu des années où on a monté jusqu'à 600 millions d'euros. Ça a été 2003, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est des situations où ce fonds des calamités, je ne vais pas redire ce que les collègues ont pu évoquer sur les difficultés du dispositif, autant il était complètement adapté dans nos systèmes d'exploitation il y a 50 ou 60 ans. Autant aujourd'hui, il n'est plus adapté, d'une part parce que nos exploitations ont complètement changé de physionomie, elles sont diversifiées, elles ont des productions qui fait que les agriculteurs ont diversifié leur production animale, production végétale, pour faire face justement à ces aspects, je dirais, de volatilité, que ce soit de prix, parce qu'on parle du climat, mais il y a aussi la volatilité des prix, notamment pour les productions qui sont hors de la politique agricole commune notamment, hors des aides. Mais tout ça, ça avait permis de bien fonctionner pendant des années. Aujourd'hui, et 2018 a été un parfait exemple, je dirais, de la non-adaptabilité du dispositif. Pourquoi ? 2018 a été particulier en matière de sécheresse. La sécheresse a démarré au mois de juillet et a duré jusqu'au mois de décembre. Et qu'il y a eu des stocks qui ont pu être faits au printemps pour certains, mais la grande particularité, c'est que les stocks ont été consommés dès le mois de juillet, pour notamment tout le Grand Est, et qui n'étaient pas habitués à cette situation-là. D'autres départements ont l'habitude d'avoir des sécheresses estivales, qui fait qu'on peut avoir une période 4 à 8 semaines où il faut pouvoir nourrir les animaux. Sauf que là, ça a duré tout l'automne, et pas de repousse à l'automne. Et c'est pour cela que le système des calamités agricoles tel qu'il était, eh bien, n'était pas adapté. Ce qui nous a amené à revoir le ministère de l'Agriculture. Si vous les avez auditionnés, ils ont peut-être pu vous faire part un petit peu de la situation. Je ne sais pas jusqu'où ils sont allés, mais pour essayer de voir comment, eh bien, avec le travail d'expertise terrain qui a été très bien fait, et c'est ça la grande force du dispositif quand même, c'est qu'il y a un travail de terrain avec les comités départementaux d'expertise, et par rapport aux questions que vous posiez, le lancement ou le déclenchement du dispositif, c'est bien par soit les organisations agricoles, le syndicalisme, les FDSEA, les JA notamment, ou les chambres d'agriculture, qui déclenchent auprès du préfet pour justement lancer le dispositif. Et ensuite, comité départemental d'expertise, avec la DGPE, il y a eu un travail pour trouver une panoplie d'exploitations les plus représentatives dans chacun des départements, parce qu'on était arrivé quelquefois avec des choix d'exploitation trop limités qui n'étaient pas suffisamment représentatifs. Donc ça nous permet de connaître la perte au niveau d'un département de façon globale. Et ensuite, une fois que ce dossier est monté par le département, ça nous permet de pouvoir, en CNGRA, de pouvoir valider ou non le département en reconnaissance calamité. Et dans un second temps, eh bien, c'est des dossiers individuels qui peuvent être montés. Et 2018 a eu la particularité, et je partage l'idée qu'il y a un vrai reproche à ce système de fonds des calamités, c'est sur le délai entre le moment où il y a le sinistre et le moment de l'indemnisation, c'est beaucoup trop long. 2018 a permis quand même à accélérer le dispositif parce que ce reproche était fait depuis des années et donc il y a eu un acompte qui a été versé et qui est de 50% qui est arrivé sur les premiers départements dès la mi-janvier. Donc
il y a eu quand même une accélération et ça a permis à des agriculteurs de pouvoir acheter des fourrages à condition de pouvoir en trouver, parce que c'est ça aussi la difficulté. Donc sur l'aspect du fonds des calamités, c'est cette difficulté, donc je dirais la lenteur quelquefois, même si ça a été un peu accéléré cette fois-ci, de non adapté aux dispositifs, notamment des exploitations telles qu'elles sont aujourd'hui. On a un gros problème qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est notamment de la justification des 13% du produit brut d'exploitation pour pouvoir être émargé en tant qu'agriculteur individuellement. Parce que même si un département peut se faire allouer une enveloppe significative, après, il faut que les agriculteurs individuellement soient éligibles. Et le critère qui vient en blocage, c'est le fameux critère des 13%, parce que cette perte de 13%, c'est sur la totalité du produit brut d'exploitation. Et si vous avez d'autres productions à côté qui n'ont pas l'impact par la sécheresse, c'est-à-dire des productions animales ou autres, les exemples, on en a tous des exemples, fait que les gens y passent à côté. Le système qui est le plus adapté au fonds des calamités, c'est le système, on va dire, monoproduction, et je vais être très clair, ça va être le système herbagé, élevage, herbagé. Point. Pardon, madame. Je profite de ce que je voulais vous interroger justement sur le régime des calamités agricoles. Et donc, vous répondez en partie aux questions que je souhaitais vous poser, mais justement, vous me donnez l'occasion de vous poser la question, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux. Donc, comment peut-on modifier ce régime ou créer un autre régime? Enfin, quelles sont les solutions? Justement, de pouvoir modifier le critère et de prendre production par production. Et c'est pour ça que moi je le lis systématiquement avec le système assurantiel à côté. À la différence de mes collègues, moi je considère que le fonds des calamités doit être en complémentarité du système assurantiel. Et donc on ne peut pas émarger aux deux à la fois, bien évidemment. Si le système assurantiel déclenche, eh bien on ne peut pas cumuler et le fonds des calamités et le système assurantiel. Néanmoins, aujourd'hui, le fonds des calamités, ce critère du 13%, pour nous, doit être modifié, voire, dans l'absolu, supprimé. Oui, sur la totalité du produit brut d'exploitation, il faut que vous justifiez de 13% du produit brut global de l'exploitation pour pouvoir émarger individuellement. Même si vous avez perdu 50% de votre production fourragère, eh bien vous n'émargez pas au fonds des calamités. Et c'est ça notre vraie difficulté aujourd'hui, ce qui a fait que lorsqu'il y a eu le congrès de la FNSEA, eh bien dans le département Meurthe-et-Moselle, polyculture élevage, eh bien en essayant de trouver des adaptations que le ministère a essayé de faire tout en restant dans la légalité bien évidemment, on a réussi à trouver des moyens pour faire émarger des agriculteurs, mais on sait qu'on a aujourd'hui entre 20 et 30% des agriculteurs dont leur département est reconnu vont être exclus du fonds des calamités par ce critère-là. Et c'est pour ça que moi je souhaiterais que l'on fasse sauter ce critère de 13%. 13%, j'imagine, était fixé parce que l'exploitation était, il y avait une monoculture, c'est ça. Et donc, complètement. Voilà. Alors que maintenant on est sur de la polyculture et donc forcément les choses sont différentes. Et c'est pour cela que notre idée, c'est plutôt de prendre secteur par secteur. D'où on a tiré des enseignements de ce système-là pour l'aspect système assurantiel tel qu'il est mis aujourd'hui. Il est mis par bloc de production. Grande culture, viticulture, arboriculture et prairie, et assurance prairie. Alors, bien évidemment, le taux de pénétration est à 30% pour les grandes cultures et la viticulture. Il monte chaque année, doucement. Je rappelle que l'Espagne est aujourd'hui sur ses propres fonds d'État avec un taux de pénétration nettement plus élevé. Ils sont plutôt à 60-70% de taux de pénétration. Donc, ce qui fait que l'Espagne a fait un choix depuis des années et des années
comme d'autres pays, mais le système assurantiel, ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Il faut des années pour rendre le dispositif le plus robuste possible, parce qu'il y a des imperfections. On a encore des imperfections dans le dispositif tel qu'il est aujourd'hui, mais nous avons quand même un système qui peut répondre vraiment à ces préoccupations. Là aussi, quand on a une exploitation en support, on se rend bien compte de la difficulté que ça peut représenter et de l'intérêt. Si un jour, malgré l'irrigation, malgré le système de drainage, eh bien, moi, je m'assure. Parce que moi, le fonds des calamités, je passe à côté chaque année. Même qu'il y a des sécheresses, parce qu'on est très diversifié. Par contre, par le système assurantiel, j'ai eu un coup d'inondation, j'ai été indemnisé pour la partie inondation de ma céréale l'année passée. Si j'ai un coup de grêle sur mes cultures, malgré l'irrigation où je peux avoir un potentiel de rendement, mais si j'ai de la grêle, eh bien, moi, je suis perdant, et donc je suis obligé d'acheter des céréales pour nourrir mes porcs et mes animaux. Donc, c'est pour ça que, malgré l'irrigation, j'ai fait le choix de m'assurer. Par contre, nous sommes à pousser auprès des assureurs pour qu'ils adaptent bien leur dispositif assurantiel en fonction de la résilience de chaque exploitation. Parce que chaque exploitation va être différente. Une exploitation qui a un système d'irrigation, du drainage, est beaucoup moins vulnérable face à la sécheresse qu'une exploitation qui n'a pas de dispositif d'irrigation. Et donc, là où on partage tous les professionnels, c'est qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est de faire de la prévention. Et la prévention, c'est mettre tout ce qui a été dit, je ne vais pas répéter, filet paragrêle, système anti-gel. Nous avons eu quand même des coups de gel la semaine dernière dans certains vignobles, et on est en train de constater les dégâts aujourd'hui. Donc, il y a ceux qui sont assurés et ceux qui ne le sont pas. Et donc, tous ceux qui ont été assurés, eh bien, moi, j'ai pu entendre, y compris des gens assurés prairies dans le Massif central, et pourtant qui émargent au fond des calamités, eh bien, ont perçu en indemnisation 3 à 4 fois de plus que le fonds des calamités. Donc, dire aujourd'hui que le fonds assurantiel, le système assurantiel ne marche pas, non, je m'inscris en faux. Nous l'avons poussé à la FNSEA, nous considérons que c'est vraiment une panoplie qu'il faut avoir, fonds des calamités, parce qu'il est fondamental aussi pour la perte de fonds, et y compris les grandes cultures aujourd'hui n'émargent plus au fond des calamités, la viticulture non plus, mais elles émargent à la perte de fonds. C'est-à-dire quand il y a une grosse érosion, et donc ça c'est quand même important de pouvoir le souligner. 2016, il y a eu inondation au mois de juin, y compris sur Paris, il y a eu quand même des zones très inondées, que ce soit en maraîchage ou aux cultures de plein champ et même céréales, avec des rendements au lieu de 80 quintaux qui sont tombés à 15-20 quintaux. Donc il y avait ceux qui étaient assurés et ceux qui ne l'étaient pas. Et le versement de l'indemnisation en matière d'assurance, c'est 2 à 3 mois après le sinistre. Donc c'est la rapidité du dispositif. Donc je pense qu'il faut maintenir le fonds des calamités, l'adapter avec les exploitations telles qu'elles sont aujourd'hui, développer le système assurantiel et rendre des dispositifs plus acceptables pour le secteur de l'arboriculture, où on a un vrai problème aujourd'hui. L'arboriculture, aujourd'hui, le système assurantiel proposé est beaucoup trop onéreux, et ça a été dit par la collègue tout à l'heure. Donc il faut véritablement, y compris dans certaines cultures de plein champ. Donc voilà ce que je voulais insister lourdement, et de pouvoir avoir des systèmes dans l'assurance qui soient avec des options qui soient adaptées à chaque exploitation. Ce sera toujours compliqué de faire un fonds climatique, à la différence du fonds de mutualisation sanitaire que je préside et qui aujourd'hui, et d'ailleurs on est un certain nombre à participer, Jean-Louis participe à ce conseil d'administration de ce fonds de mutualisation sanitaire, où on a pris nos responsabilités avec 35% de cotisations professionnelles, on a 65% de fonds État plus Europe pour accompagner les problématiques sanitaires et surtout avec des vrais programmes de prévention. Très bien, merci. On va y revenir forcément parce qu'il y aura des questions. Monsieur Gatouya, jeunes agriculteurs. Oui, merci, bonjour. Excusez-moi pour les quelques minutes de retard. Écoutez, oui, Baptiste Gatouya, je suis agriculteur dans le département de l'Aube, en production de grandes cultures, donc céréales, pas mal sites cultures diversifiés type chanvre, luzerne, betterave, œillettes pharmaceutiques, pois fourragers. Voilà à peu près ce que je fais, puis un petit peu de tournesol et de colza.
Peut-être en quelques mots, la vision de jeunes agriculteurs sur la gestion des risques climatiques. Alors, elle s'inscrit à la fois dans... C'est vraiment qu'une partie, parce que les risques, ils sont nombreux sur une exploitation. Ils peuvent être d'ordre économique, social, environnemental, climatique. Et ça, c'est des choses que nous, on a à cœur. Ça fait partie d'une composante des risques d'une exploitation. Donc, sur les risques climatiques, nous, on l'appréhende de différentes façons. Il y a plusieurs acteurs qui peuvent y prendre part. L'exploitant, sur les risques mineurs, les accidents de culture, les choses comme ça, où il peut prendre sa part. Et là, pour nous, l'outil qui répond et qu'on a promu depuis des années, c'était l'épargne de précaution. Alors, j'entends, il y a des choses des fois qui améliorées. L'épargne de précaution, il faut du revenu, il faut de la trésorerie. Ce qu'on a voulu défendre nous, dans l'épargne de précaution, c'est que notre but, c'est pas que les agriculteurs gagnent pas d'argent, c'est d'avoir du revenu. Et donc, il faut qu'on ait les armes pour les années où il va y avoir du revenu, pour éviter que ce revenu se retrouve payé en matière d'impôts, de MSA, et de pouvoir lisser justement cet aléa. Donc, c'est pour ça que quand il y aura un aléa climatique, de pouvoir le reprendre, ce sera une bonne chose. Le deuxième acteur qui peut y prendre part, c'est les acteurs privés, c'est l'assurance. Qu'est-ce qui est du domaine de l'assurable sur les cultures, sur les bâtiments, et donc du coup d'avoir une boîte à outils. L'assurance climatique est un outil de gestion des risques climatiques qui a quelques points à modifier. On est déjà quand même à 30% en l'espace de 12 ans de personnes qui se sont assurées, qui ont fait le choix de s'assurer. Il y a des garde-fous à faire lever sur le taux de subvention, sur la pérennité de la subvention, sur les cultures assurables, sur les barèmes. Il y a des choses à faire évoluer. Sur les moyennes olympiques de rendement, c'est des choses aussi qui sont importants. À titre d'exemple, on est sur des moyennes olympiques de 5 ans, ou de prendre les trois dernières années. De plus en plus, mes collègues vous l'ont dit, les exploitations sont diversifiées. Et quand vous avez 8 cultures sur une exploitation, et que vous avez des changements, des investissements qui sont faits sur cet assolement, vous avez des fois 5, 6, 7 ans, voire 8 ans avant de voir les premiers résultats de résilience de l'exploitation. Donc une moyenne olympique de 5 ans, en fait, c'est qu'une toute petite échelle qui est prise sur la grande échelle qu'est la rotation. Donc en fait, vous voyez que les toutes petites fluctuations qu'il y a sur les grandes fluctuations. Et donc du coup, on a besoin d'une moyenne olympique un peu plus longue pour vraiment avoir une idée de la représentativité des risques climatiques sur une exploitation. Parce que vous pouvez avoir un accident climatique, mais si vous voulez avoir la tendance climatique, il vous faut une échelle beaucoup plus large. Voilà, nous, c'est des choses que l'on défend chez les agriculteurs. Et puis ensuite, l'un des acteurs qui doit aussi y prendre part, il y a l'Europe et l'État. Donc nous, ça fait partie du troisième cercle, c'est-à-dire que quand il y a des catastrophes, type ce qu'on a connu un peu en céréales il y a 2 ans, là où on savait qu'on pouvait avoir des aléas, mais là on a connu ce que c'était vraiment une catastrophe, c'est-à-dire des pertes de rendement de 40-50%. On ne pensait pas qu'on pouvait peut-être redescendre aussi bas, malgré les techniques qu'on a, mais voilà, là il y a vraiment des grosses catastrophes, et là c'est le rôle de l'Europe et de l'État de prendre aussi ses responsabilités par la PAC, par du cofinancement d'assurance, par aussi peut-être pour certaines cultures le fonds de calamité agricole. Voilà, pour nous ça s'inscrit vraiment dans cette globalité-là, c'est que chacun prenne sa part du risque. En fonction de ses capacités. Voilà un petit peu le point sur lequel je voulais insister. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui était FMSE, sur les difficultés et calamités. Alors, je ne vais pas vous faire de la redite, puis on aura l'occasion d'échanger ensemble. Simplement que lorsqu'il y a un fonds qui est créé, que ce soit de calamité sanitaire, environnementale, que la profession investit dedans, parce que c'est un investissement, on paye. Nous, on a plutôt mal vécu, même très mal, et c'est aussi encore quelque chose où tous les syndicats sont revenus, que l'État puisse ponctionner directement dans ce fonds en disant l'argent ne sert pas, on le prend. Moi je connais des budgets européens, français, où l'argent n'est pas pris,
Et les agriculteurs ne vont pas à la banque dire bah, il y a l'État qui n'a pas réussi à monter les dossiers pour aller chercher 100 millions d'euros à l'Europe. Donc nous, les agriculteurs, on va prendre 100 millions d'euros parce qu'on en a besoin. Donc ça, c'est un petit peu... alors il y a déjà les impôts, ce qui est logique, mais là, c'est vraiment des prélèvements. Donc ça, c'est un petit peu quand même dommageable. Et après, quand on nous dit on vous met des critères parce qu'on n'a pas les capacités financières à vous indemniser. Donc là, ils sont en train de nous dire que voilà, on a récupéré nos 250 millions d'euros qui nous ont prélevés, certes, mais ça aurait pu avoir 250 millions d'euros en plus. Et là, le taux des 13%, on pouvait le faire sauter, on avait de quoi avoir en réserve. Ça s'appelle de la gestion d'entreprise. Et ça, on avait plutôt réussi à le faire jusque-là. Voilà un petit peu les points sur lesquels je voulais insister. La gestion des risques aussi, c'est climatique, il faut qu'on arrive aussi à l'anticiper. Il y a la prévention est quand même très importante, il y a des choses qu'on peut faire, des cultures qu'on peut protéger. Il faut aussi que à la fois les agriculteurs puissent investir, mais aussi les collectivités. Et vous êtes des représentants du territoire, et les collectivités aussi, c'est quand il y a des productions de viticulture, de maraîchage, c'est de la valeur ajoutée qui est créée sur le territoire, des emplois qui sont créés, des entreprises qui sont mises. Si on n'arrive pas à gérer ces aléas climatiques, c'est aussi tout ce pan de l'agriculture qui peut être amené à disparaître. Donc il faut qu'on trouve les moyens ensemble de justement pour vraiment faire un enjeu de gestion des risques. Et pour vous dire à quel point c'est important, puis j'y attache aussi une importance particulière, en 2017, on a écrit un rapport sur la gestion des risques. Alors nous aussi, chez JR, on fait des rapports tous les ans sur des thèmes particuliers. Et on avait fait le choix de traiter la gestion des risques. J'étais l'un des rapporteurs. Et voilà, on est aussi assez content de voir que sur l'épargne de précaution, ce qu'on avait en partie préconisé, alors pas 100%, mais en partie préconisé, ça a été repris. Sur l'aléa climatique, il y a des choses qui évoluent. Donc il y a des choses qui existent, qui sont faites par la profession agricole, et il faut aussi s'en servir pour justement faire bouger les lignes au niveau réglementaire, parce qu'il y a aussi un moment, il y a beau avoir des initiatives individuelles, la réglementation, de temps en temps, on en a aussi besoin pour pouvoir faire passer nos messages. Merci beaucoup. Donc, je vais passer bien sûr la parole à chacune et chacun qui le souhaite. Il y a déjà quelques collègues qui se sont inscrits. Moi, je voudrais simplement vous dire que, effectivement, c'est un sujet qu'on a abordé, le prélèvement des fonds. C'est un sujet qu'on a abordé avec plusieurs ministères déjà, parce que en dehors de celui dont vous avez parlé, on en a un autre qui concerne les calamités, les indemnisations en prévention des risques, qui s'appelle le fonds Barnier, qui a été également prélevé de la même manière, qui a même été plafonné. Donc on a vraiment ce souci-là ici, et mon collègue Didier Mandeli justement en a parlé à plusieurs reprises. Moi aussi, donc c'est vraiment des sujets qui nous préoccupent, parce qu'en définitive, c'est de la mauvaise gestion que de retirer une année des fonds parce qu'ils ne sont pas utilisés, et puis l'année suivante, il n'y en a pas assez, ou 2 ans plus tard, il n'y en a pas suffisamment, il faut aller piocher dans le budget général, alors qu'on aurait pu... voilà. Donc je passe la parole tout de suite à Daniel Grémillet, qui a été le premier à demander la parole. C'est étonnant. Bouillant. C'est étonnant. Non, merci à tous parce que c'était très intéressant. D'autant plus intéressant que ce qu'ils ont exprimé, c'est le seul secteur économique en France, historique, où la profession a accepté de participer à équivalence avec l'État sur la gestion du risque. Et ça fait longtemps que ça existe. Je dis ça, je vais vous raconter une histoire vosgienne. Les canons à neige, etc. Et la première année où les stations ont investi, ils n'ont pas pu faire de neige artificielle. Et effectivement, tout le monde a dit, mais pourquoi l'État ne vient pas à notre secours? L'État vient bien au secours des paysans. Et là-dessus, on a expliqué que les paysans, et je dis ça parce que personne n'a jamais voulu, au niveau des stations, contribuer. Bon, c'est la petite histoire, mais c'est quand même important, on ne vient pas de nulle part. Par contre, aujourd'hui, le problème qu'on ait quitté l'assurantiel, qu'on est rentré dans l'assurantiel, ça enlève un peu une partie de l'histoire. Et effectivement, ça pose 3 points. Il y a le premier point qui a été très bien expliqué sur les cultures spécialisées
et qui, dès lors que vous êtes trop diversifié, vous pouvez boire le bouillon sur un secteur sans être pris en compte. Donc là, on a un vrai souci, je crois que tout le monde l'a bien repris. Mais il y a un deuxième point, et je voudrais vous entendre là-dessus. Aujourd'hui, on ne pénètre plus, parce que si par hasard vous êtes 2 années ou 3 années à avoir des situations difficiles, même si vous souscrivez l'assurance, c'est même plus la peine. Enfin là, c'est autant le paysan qui parle, puisqu'on vient de le vivre à plusieurs reprises. Et l'assurance ne vous permet pas volontairement de racheter ou de souscrire un rendement supplémentaire à votre moyenne, sinon vous êtes exclu de l'accompagnement des adhérents. Je reprendrai le propos que tu as tenu quand tu as dit chacun doit prendre sa part du risque. Et je trouve que c'est une belle expression qu'il faudrait qu'on médite en termes de réflexion, parce que la part du risque, c'est à la fois le paysan, c'est à la fois le pays et c'est à la fois l'Europe. Je dis cela parce que aujourd'hui, on n'est pas dans ce concept-là, puisque tu es exclu, l'Europe n'accepte pas de reconsidérer ta moyenne. Alors, pour les non spécialisés, je vais vous donner un exemple. Si vous faites un rendement, vous assurez, je dis pour n'importe quoi, à 70 quintaux, vous avez 3 années à 30 quintaux, vous enlevez la meilleure année et la plus mauvaise, il vous en reste 2 années à 30 quintaux, ce qui fait que votre moyenne est largement, vous allez payer des sommes énormes pour une assurance qui ne nous assure pas. Donc ça, c'est une première question. Comment pouvons-nous améliorer le système? La deuxième question, est-ce que pour qu'un système assurantiel marche, alors je suis un peu provocateur, pour bénéficier des calamités agricoles, il faut que l'agriculteur donne la preuve qu'il est bien assuré au niveau de l'incendie. Parce que c'est à partir de là, puisqu'on paye tous à partir de notre incendie. Donc la question que je pose, est-il normal, tu sais très bien la suite, est-il normal aujourd'hui qu'on n'oblige pas de s'assurer au niveau de l'agriculture? On donne bien des aides à l'installation, on donne mais est-ce que l'assurance récolte ne devrait pas, tout en étant partagée, comme tu l'as dit, chacun prend sa part, mais est-ce que, une vraie question, est-ce que on ne devrait pas le rendre obligatoire, parce que plus on élargit et plus effectivement le risque est supportable. Et la dernière remarque que je ferai, parce que effectivement ça a été quand même un vrai scandale, c'est celui de la ponction qui a été faite, qui a été réalisée avec l'argent des paysans pour autre chose. Et c'est terrible, parce que, et on le voit bien, ça reprend le principe de l'épargne de précaution qu'on a voté dans la loi de finances. C'est quoi le principe de l'épargne de précaution? C'est lorsqu'il y a des bonnes années, de faire des réserves pour les situations critiques. Et donc on a eu des situations où les agriculteurs ont continué de payer, alors que le fonds n'était pas utilisé en totalité, et on a malgré tout pompé de l'argent des paysans qui était uniquement souscrit pour les années difficiles. Alors, qui répond en premier? Monsieur Gatouillard. L'assurance récolte, c'est mon dada, donc j'aime bien ça. C'est vrai que depuis que je suis installé, je la souscris, puis j'ai toujours plutôt bien aimé essayer d'expliquer les choses simplement là-dessus. Sur la partie de l'obligation, déjà, peut-être que chez Jeunes Agriculteurs, au démarrage de l'assurance multirisque climatique, on avait prôné l'obligation. On est revenu un petit peu sur nos positions. On n'a pas, enfin voilà, à titre, on était quelques-uns à vouloir essayer d'aller vraiment plus loin dessus, mais voilà, notre réseau a choisi d'avoir plutôt un outil fortement incitatif. Voilà, on a parlé des aides à l'installation, de l'incendie. En fait, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que dans l'objectif peut-être des agriculteurs, c'est que dans l'assurance aléa climatique, ils y voient un investissement. C'est-à-dire qu'ils se disent, quand est-ce que je vais pouvoir récupérer l'argent que j'ai mis sur mon assurance? C'est-à-dire, j'ai payé 2 000 une année, est-ce que l'année prochaine, je vais pouvoir récupérer 2 000? Alors que quand on a une assurance incendie, qu'on paye par exemple 1 500 € à l'année ou un peu moins, on ne se dit pas, l'année prochaine, il faudra que mon bâtiment brûle
pour que ça vaille le coup que voilà. Et en fait, c'est cet imaginaire-là qu'il faut que dans notre communication, on arrive aussi à changer et dans la perception aussi des choses et dans la stabilité de l'assurance. C'est aussi ça qui est important. Et l'assurance incendie a aussi un vécu plus grand que l'assurance climatique. Donc il faut déjà de la stabilité pour que les gens s'assurent. La stabilité dans le financement, la stabilité dans les critères, alors faisant évoluer les barèmes de prix, tout ça. Et sur la partie aussi qui est beaucoup reprochée sur la moyenne, le fait de ne pas pouvoir aller au-delà de sa moyenne olympique, nous c'est quelque chose qu'on a travaillé et il y a 2 angles que l'on souhaite mettre. L'aspect technique, c'est-à-dire qu'on a un réseau d'instituts techniques sur le terrain, par les chambres, par les instituts techniques des filières, betteraves, voilà, toutes les filières qui existent, qui réalisent des essais dans des petites régions naturelles, alors variétés, techniques, et qui nous permettent des fois d'avoir le rendement potentiel de la région, de la culture, cette année-là, même une année d'aléa climatique. Et on voit que quand la couverture, par exemple, la protection fongicide qui a été bonne, ou que voilà, les données météo ont été analysées, on voit ce que le potentiel de la plante aurait pu exprimer en année, on va dire, normale, ou en ayant eu une protection maximum. Parce que voilà, il y a des fois, quand il y a des aléas climatiques, on met aussi un petit peu moins de produits, ce qui peut aussi des fois baisser un petit peu le rendement. Donc voilà, il y a tout un système de rendement potentiel qu'on pourrait avoir, où on pourrait aller s'assurer qu'on pourrait s'assurer sans surcoût. Et après, si moi je m'assurais mon rendement 20% de plus, on pourrait avoir une surcote. Là, actuellement, on peut le faire de l'ordre de 10-15%, mais là, c'est à la charge totale de l'agriculteur. C'est pas cofinancé. Donc là, c'est l'agriculteur qui prend sa part de risque. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent exister, mais c'est pareil, quand on a un rendement qui baisse, même si on va à 15%, il y a un moment sur des cultures. Voilà, moi, c'est des cultures spécifiques comme le yet. Je suis tellement arrivé bas avec 4 années d'aléas climatiques dessus que même si je pouvais aller au-delà, j'aurais un coût d'assurance à l'hectare qui ne représenterait pas la totalité du produit hectare, mais quasi. Donc il y a un moment, on peut pas. Là, ça vaut vraiment. Enfin voilà, c'est vraiment une hérésie de s'assurer. Donc voilà, c'est des choses comme ça que l'on a réfléchi dessus. Y a-t-il sur l'intervention de Daniel Gremiette d'autres... Si vous permettez juste un complément de ce que vient d'évoquer Baptiste, et à la question très précise de Daniel sur le obligatoire ou pas, si au moins on allait sur un conditionnement, on conditionne certaines aides, et pourquoi ne pas démarrer par les JA? Enfin, je le dis tout net, hein, c'est une réflexion, c'est pas une position tranchée, on l'a amené en débat. Moi, je me souviens sur un tout autre sujet. À une époque, pour permettre à des jeunes de développer les plans de fertilisation, pour mieux maîtriser la fertilisation, il y avait une modulation de la dotation jeune agriculteur qui était faite pour ceux qui prenaient les plants de fumure. Ce qui fait que dans mon département, on est à 3000 plants de fumure sur 5000 exploitations. Donc, ben voilà, c'est par l'incitation, quoi. Bien sûr, on entend, et à la FNSEA, on n'a pas pu faire voter de rendre obligatoire. Sur le prétexte, il faut laisser la liberté aux gens. Sauf que la liberté, quand il y a des sinistres, eh bien, tout le monde vient pleurer, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on essaye d'être beaucoup plus vindicatif et donc faire avancer le dispositif. Donc, rentrer par cette étape-là. Et ça pourrait permettre de développer, à condition d'avoir des offres telles que l'Arbo, où là on a un problème, de pouvoir avoir un outil qui soit adaptable. 2, sur les dispositifs de frein. Le seuil de déclenchement, 30%, est trop élevé. Le niveau de franchise, également. C'est pour cela que Michel Dantin s'était battu pour obtenir, avec le règlement Omnibus, et là nous regrettons à la FNSEA, qu'il n'y ait pas eu une ambition de l'État français pour activer le règlement Omnibus dès 2018, comme les Italiens ont pu le faire. C'est quand même assez navrant, parce que ça permettait d'avoir le taux de subvention, au lieu d'être à 65%, de le passer à 70%, et de descendre le seuil de déclenchement de 30%, le baisser à 20%. Et ça fait partie des éléments de frein aujourd'hui au développement de l'assurance. Donc ça, je me permets d'insister lourdement. Et l'histoire de la moyenne olympique, Baptiste a donné les éléments clés là-dessus. Là, c'est un règlement européen qui nous plombe.
Il faut vraiment pousser fortement parce qu'on est avec des volatilités. Tes exemples que tu as cités sont totalement probants. Je pense que vous aurez saisi le dissensus entre la Confédération paysanne et la FNSEA et JA sur le sujet. Qu'il y ait une prise de responsabilité individuelle des exploitations, certes. N'oublions pas quand même que cette prime d'assurance est prise en charge à 70% par le deuxième pilier de la PAC. Donc on n'est quand même pas seul devant cette responsabilité. Mais avant tout, comparer l'assurance incendie aux aléas climatiques, et je répète, vont être grandissants vis-à-vis du dérèglement climatique. Mais bon sang, nous ne sommes pas responsables, nous, professions agricoles, du dérèglement climatique qui nous tombe sur la tête. C'est l'humanité, ça on le sait, j'imagine qu'il n'y a pas de climato-sceptiques autour de la table, qui en est responsable. On ne peut pas être les seuls à supporter cette responsabilité. Et on doute quand même, quand on voit l'argent public massif du deuxième pilier, donc à 65% sur toutes les primes d'assurance, de l'efficience, finalement, de l'efficience du système assurantiel privé qui est largement pris en charge par le deuxième pilier. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça là-dessus il y avait consensus pour le coup, l'accompagnement à la diversification, à la résilience des exploitations, c'est le deuxième pilier de la PAC qui le finance. Donc il y a un moment donné, c'est comment on fait pour partager un gâteau qui, on le sait, n'est pas grandissant. Et je voulais profiter de rebondir sur le FMSE. Les aléas climatiques et les aléas sanitaires sont poreux. Je vais donner un exemple. Cette année, on a une petite bestiole qui s'appelle Nesara viridula, ça ne vous dit rien, mais c'est une punaise qui nous arrive des pays chauds, qui remonte, et qui a pour conséquence de s'attaquer aux légumes-fruits, aux fleurs, y compris sur légumineuses. Donc on a vu ça sur haricots, tomates, aubergines, j'en passe et des meilleurs. En clair, on n'a pas eu de production de fruits puisque l'insecte s'attaque à la fleur. Mais cette bestiole, en l'occurrence, c'est juste pour donner un exemple, on pourrait donner Suzuki et autres bestioles, c'est une bestiole qui remonte et qui double peine, effet sécheresse. Alors j'allais dire, nous on a une capacité d'irrigation, donc on est résilient par rapport à l'effet sécheresse, mais par contre, on a cette bestiole qui remonte et on est en incapacité de lutter parce que ça arrive de manière invasive. Et manque de peau, dérèglement climatique encore, pas d'hiver, cet hiver, pas d'hiver, autrement dit, donc la bestiole continue de pulluler puisqu'elle n'est pas atteinte par les gels hivernaux. Donc je conclus, tout ça pour dire que dans les propositions de la Confédération paysanne, il nous semble qu'effectivement il y a une part de responsabilité des agriculteurs, certes, qui doivent contribuer à un fonds commun de mutualisation, on est tous attachés à la coopération, au mutualisme dans le monde paysan. L'État et l'Europe, dans sa responsabilité collective du dérèglement climatique, et aussi de préserver les capacités des paysans à continuer à pouvoir produire, parce que s'ils se cassent la figure, on va avoir des problèmes de production et de production alimentaire. Et 3, il nous semble que l'aval doit contribuer au fonds en solidarité au premier maillon de la chaîne. Très bien. Monsieur Fénard, pour terminer. Voilà. Concernant l'assurance récolte obligatoire, ou plutôt rendue obligatoire par la souscription de contrats autres ou par la possibilité d'avoir les aides PAC, on peut toujours le faire, mais on part sur quelque chose, une usine à gaz, pas possible. Même M. Limousin disait que bon, il faudrait faire un contrat presque à l'exploitation.
Parce que suivant la zone, qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, suivant les productions, suivant les méthodes de culture, qu'on soit en agriculture bio, en technique simplifiée de semis, on n'a pas les mêmes rendements. Et donc là, on va vers quelque chose de très compliqué. Nous, on verrait éventuellement une possibilité, et pourquoi pas, de mettre 30-40 € de l'hectare et faire ça à la parcelle. Si on a une baisse de 10 ou 15% de son chiffre d'affaires et pas autre chose, ça pourrait déclencher un remboursement, mais pas autrement. Non, sinon, mais alors on met en place quelque chose de très difficile et on va effondrer le premier pilier de la PAC aussi. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier aussi qu'on a la gestion des risques médiatiques. Et j'entends par là que maintenant, sortir un pulvérisateur, ça va devenir un vrai problème. D'ailleurs, on est engagé dans le plan éco-phyto, donc on va devoir réduire de 50% les phytos, donc ça veut dire qu'on va réduire les rendements de 25 à 30%. Il faut le savoir. Si on réduit les rendements, on monte nos coûts de production et on sera plus compétitif avec la Russie et l'Ukraine. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses qui se greffent là-dessus que on va partir sur quelque chose de très compliqué. Merci. Alors, attendez. Un complément tout petit alors. Tout petit, oui. Non, c'était juste pour sur la partie indemnisation par rapport à l'assurance récolte. Ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, donc, comme vous allez pouvoir conclure, c'est de se dire que ça permet aussi de redémarrer une année. Alors, il y a tous les seuils de déclenchement qui vont permettre d'aller, mais ça, sur l'efficacité de l'assurance récolte, je peux vous donner le nom de jeunes qui, la première année, se sont tapés l'année de 2016, qui, sans l'assurance, arrêtaient l'exploitation. Parce qu'il n'avait pas le fonds de calamité. Et des indemnisations qui, quand on fait rentrer 40, 50, 60 000 € sur l'exploitation pour redémarrer la campagne, même si ça fait une année à zéro, il n'est déjà pas parvenu en perte et ça permet aussi de conforter aussi des installations. Donc voilà, c'est juste ça et il y a des chiffres quand même qui sont assez parlants là-dessus. Merci. On sera d'ailleurs preneur de tous les documents que vous souhaitez nous faire passer les uns et les autres, de façon à ce qu'on puisse éventuellement essayer de faire une compilation de tout ce que vous nous donnerez. Evelyne Perrault. Oui, bonjour et merci. J'ai une question. Voilà à peu près 25 ans, on a retourné les prairies, drainé les prairies pour justement, enfin dans mon secteur, je parle, pour y semer les blés, les betteraves. Et au jour d'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, ces terres, en été, se lézardent, on y passe le pied, le rendement diminue fortement. Comment est-ce qu'on va pouvoir calculer la perte d'exploitation sur ces terres qui ont été drainées? Est-ce qu'on va demander éventuellement de retirer les drainages? C'est vraiment, vous voyez, je me pose cette question parce que ces terres qui étaient bien jusqu'à maintenant, là, vraiment, il y a un manque d'eau terrible. Alors, qui répond en premier? Monsieur Gatouillard. Ouais, je vais peut-être répondre du coup comme on est du même département et que je connais ainsi un petit peu le secteur. Oui, c'est vrai que les prairies ont été pas mal retournées parce qu'on n'a pas réussi justement à pérenniser l'élevage. C'est déjà la première chose. C'est aussi pour ça qu'elles ont été drainées. De là à retirer les drains, peut-être pas. Par contre, il y a une gestion de l'eau à avoir pour les risques climatiques. Ça a été abordé. C'est des périodes où dans ces prairies-là, en règle générale l'hiver, voire au printemps, il y a beaucoup d'eau. Et c'est pour ça que les drainages ont été mis. C'était pour permettre à l'eau l'hiver de s'évacuer quand les fossés, quand les cours d'eau avaient le droit d'être entretenus. Ça permettait d'être bien écoulé. Et là, le phénomène qui se passe, c'est que justement, ce changement climatique, on a avec des périodes de pics d'eau et de pics de sécheresse nous empêche justement de réguler ces flux d'eau. Et dans ces terrains-là, très argileux, c'est ce qui se passe. On a besoin de réguler les flux. Alors quand il y avait de la prairie, ça se régulait plus facilement. Mais si ces terrains n'avaient pas été retournés et mis en culture, ce serait de la friche. Parce qu'il n'y avait pas l'élevage. Alors, à moins de redonner des aides massives
à la réintroduction de l'élevage dans ces secteurs. On ne fera pas non plus faire à un céréalier des vaches. Donc voilà, il faut aussi qu'on puisse gérer au mieux l'eau, et il y a des barrages qui existent, des lacs réservoirs, des choses que l'on peut faire, l'accès à de l'eau qui nous permettent de maintenir une agriculture dans ces terrains-là. Et il y a encore des terrains aussi qui nécessitent, même dû au changement climatique, des drainages pour justement pouvoir, ne serait-ce que même les prairies, maintenir une pousse d'herbe correcte quand il y a des excès d'eau, parce qu'il faut aussi pouvoir gérer quand il y a des excès d'eau. Et quand on se retrouve avec 100 mm au mois de juin, si on n'a pas les drainages, il est impossible de faire du foin. Et du coup, il y a une perte de production qui est là. Mais je pense que ça marche mieux quand même pour les prairies, quand ça reste en prairie, que quand c'est passé en terre agricole céréalière. Oui, s'il y avait des prés aussi, il y a des endroits, c'était voilà, comme l'élevage a disparu, on a voulu continuer. Les agriculteurs continuent à valoriser leurs terres, mais c'est vrai que voilà, il y a même des endroits où maintenant ils remettent de la prairie pour voilà, il y a aussi de l'élevage qui sera introduit, mais voilà, ça demande aussi un changement de système de culture. Donc voilà, peut-être que dans 30 ans, on sera revenu dans ces zones-là, des zones d'élevage, parce que l'élevage aura regagné ses lettres de noblesse. Merci. Y a-t-il d'autres interventions sur le sujet? Monsieur Fénard. Oui, dans la région Hauts-de-France et en Normandie, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de retourner les pâturages. On est limité par un seuil de 5% qu'on ne peut pas dépasser. Et si un agriculteur veut retourner son pâturage, il doit en faire une demande à la DDTM. Donc c'est quand même important. C'est vrai qu'il y a eu peut-être quelques petits excès dans le temps, mais moi je suis très favorable dans les zones un peu escarpées, difficiles d'accès, vallonnées, de mettre des bandes tampons pour récupérer les terres qui pourraient s'écouler en contrebas. Et ça là-dessus, la profession doit être très vigilante, parce qu'on n'a pas le droit non plus que les terres aillent dans les villages et noient des habitations. Voilà, donc vous pouvez savoir, et le préfet du Pas-de-Calais prend des mesures actuellement pour que ça ne se renouvelle pas dans la région de Bapaume, où il y a des très grands parcellaires avec des cultures de légumes et de pommes de terre, un peu dans les vallons, et on a vu quelques catastrophes aussi, on en a parlé à la télévision l'année dernière. Nicole Bonnefoy. Oui, moi je voulais vous interroger sur les bâtiments agricoles, parce qu'on a parlé de l'assurance des récoltes et des conséquences des aléas climatiques sur les récoltes et peu des bâtiments. Donc les bâtiments, logiquement, devraient être assurés. Donc je pose la question de savoir, est-ce que les bâtiments sont correctement assurés? Et lorsqu'il y a un aléa climatique, est-ce que la couverture assurantielle couvre correctement les bâtiments ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer de ce point de vue-là? Monsieur Limousin. Oui, je pense qu'il y a une expérience aujourd'hui en matière assurance bâtiment. Il y a eu un gros travail qui a été fait par les assureurs que l'on connaît bien en France, notamment sur la prévention et notamment des dispositifs avec les sinistres qui ont pu avoir lieu, d'identifier l'origine des sinistres, notamment sur les circuits électriques, sur des dispositifs d'avoir pour limiter les incendies, d'avoir des extincteurs qui soient passés avec des experts qui peuvent faire le tour des exploitations. Et moi, je l'ai fait sur ma propre exploitation. Ça coûte un peu d'argent, c'est certain, mais le fait de faire expertiser toute votre exploitation sur les accès pour les pompiers, les accès également pour d'avoir des extincteurs à certains endroits, ça permet de diminuer la prime d'assurance et on diminue le risque. Ce qui est important aussi à alerter les agriculteurs, au-delà de l'assurance incendie, c'est la perte d'exploitation. Et souvent, il y a un oubli qui est fait là-dessus, notamment c'est les animaux qui sont à l'intérieur, qui peuvent périr, et la perte d'exploitation, parce que le temps du sinistre, de nettoyer et de reconstruire, vous en avez pour 1 an et demi, 2 ans. Des agriculteurs, quelquefois, ou parce que ça coûte trop cher, on fait passer ce message-là, mais je pense que c'est quelque chose bon, ça s'est amélioré, mais on découvre
quelquefois dans certains sinistres, qu'il y a encore cet aspect perte d'exploitation qui n'a pas été intégré. Et je crois que c'est sans doute sur ce point-là que la communication doit être beaucoup plus probante. Mais sur l'aspect de votre question initiale, sur le dispositif assurantiel, je considère qu'en aspect bâtiment, on est plutôt bien accompagné et des systèmes assurantiels plutôt au point. Oui, dans les zones de grande culture, de plus en plus de cultures doivent être certifiées. Nous sommes certifiés pour avoir des accès à la vente de nos produits. Notamment, je parle principalement de la pomme de terre de consommation. Et quand on est certifié, on doit faire des audits par des gens spécialisés qui viennent voir nos bâtiments, qui viennent voir les extincteurs qui sont vérifiés tous les ans. On doit faire venir notre électricien tous les ans aussi pour faire vérifier les installations électriques. Donc quelque part, c'est peut-être favorable, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Parce que c'est toujours des coûts supplémentaires et importants. Et nos produits, on ne les valorise pas à leur juste prix. La bonne assurance, la bonne couverture assurantielle, enfin tout ce qu'on vient d'évoquer, est-ce que les chambres d'agriculture prennent leur part dans l'information, la documentation, etc. Sur ce dossier-là, alors Baptiste pourrait rajouter, je sais que pour la partie Chambre d'agriculture au niveau de la région des Pays de la Loire, dans le cadre de l'accompagnement des jeunes agriculteurs en particulier, ça fait partie du dispositif dans le parcours en installation de toute la sensibilisation sur la gestion du risque et sur le système assurance bâtiment en particulier pour vraiment sensibiliser les jeunes là-dessus, qu'il y a cette communication qui est faite régulièrement par voie de presse, bien évidemment à partir d'éléments techniques, mais il y a, je pense, les assureurs ont quand même, alors vous allez me dire, peut-être les assureurs, ils ont leur business privé, bien évidemment, mais c'est quand même un métier. Nous, on fait que de la sensibilisation, d'alerter les agriculteurs. Avez-vous pensé à, y compris sur l'assurance des personnes. Souvent, on a des désastres avec des accidents et qui fait que les gens, on assure bien les bâtiments, on met des assurances pour tout le reste, mais on oublie sa propre personne. Et quelquefois, y compris dans tous les débats que l'on a, c'est des enjeux majeurs. Bien sûr, il peut y avoir du service de remplacement, c'est les indemnités journalières qu'il peut y avoir, quand on peut être arrêté pour un accident, mais aussi une maladie de longue durée ou un décès. Quand on est chef d'entreprise, les conséquences peuvent être dramatiques. Et ça fait partie aussi des conseils qui sont donnés dans le cadre des parcours en installation. Oui, peut-être. Oui. Vas-y, je t'en prie. Juste, ouais, peut-être juste. Ah, pardon, excusez-moi. Parce que du coup, Joël m'a tendu la perche. Et du coup, j'ai essayé. On avait émis l'idée de créer un organisme agricole, enfin une association agricole, qui permettrait de faire un audit de gestion des risques sur l'ensemble de l'exploitation. Souvent, on a un expert bâtiment, climatique, social, sanitaire, mais on n'a pas une personne qui est en capacité de nous dire à notre installation, est-ce que vous avez pensé à l'assurance de la personne? Et donc, des choses comme ça, et donc on aurait un conseiller qui n'aurait pas de contrat à vendre, qui n'aurait pas de choses à vendre, mais qui ferait vraiment un petit peu comme un courtier en assurance, mais vraiment un conseil indépendant de gestion des risques qui viendrait sur l'exploitation. Et nous, on l'avait préconisé à l'installation, parce que si c'est faire l'installation, après, c'est une habitude qui prend tout au long de sa vie, de se dire, ben voilà, tu as prévu de te diversifier, d'avoir un atelier de poules pondeuses. Est-ce que tu as pensé à ta charge de travail? Est-ce que tu as pensé aux risques sanitaires qui pourraient être la chambre d'agriculture. Alors, nous, on avait... En fait, ce qu'on voulait, c'est parce que du coup, la Chambre d'agriculture, des fois, a peut-être des services en plus derrière. Et on veut vraiment quelqu'un de totalement indépendant. Mais alors, dans ce qu'on a après imaginé, dans les premières réflexions que l'on a, on s'est dit que ça pouvait être quelqu'un d'un organisme, que ce soit une assurance, une chambre, une coopérative, qui serait détaché, mais qui serait formé spécifiquement à ça, et plutôt que de toujours avoir encore un organisme de créer. Et là, du coup, de mettre tout le monde autour de la table et d'avoir une personne par organisme qui serait détachée pour faire justement de la gestion des risques. Généralement, dans toutes les entreprises, il y a un genre de conseiller auditeur qui est là pour dire, bah, vous pouvez me dire ça, mais là, il le ferait pour tout, pas que pour du bâtiment ou de la climatique, il le ferait pour l'ensemble
de la gestion des risques de l'exploitation dans son ensemble. Et même du médiatique, par exemple, pour un élevage de poules qui ferait par exemple 100 000 poules, qui sera assimilé à une ferme-usine, mais que finalement il y aurait par exemple 4-5 associés agriculteurs. Là, souvent après, c'est décrié par des ONG, des choses comme ça. Et quelqu'un pourra aussi venir l'accompagner en disant ah, fais attention, tu peux peut-être avoir des problèmes avec le voisinage, des choses comme ça. Donc anticipe ces choses-là. Donc pas d'autres interventions sur le sujet. Vincent Seguin. Merci. Je voulais revenir sur le système incitatif de l'assurance récolte. J'ai trouvé ce point particulièrement intéressant. Ma question, c'est comment vous voyez mettre en place ce système incitatif, hein, parce qu'aujourd'hui, avec 30%, le souci, c'est que l'assurance, c'est aussi une mutualisation. Donc, plus il y aura de personnes assurées, plus il y aura de cotisation et meilleure sera l'indemnisation en face, puisque aujourd'hui, d'après les échos que l'on a eus, le S sur P est de l'ordre de 100%. Hein, les cotisations qui sont encaissées payent tous les sinistres. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je vous entendais dire la référence, le rendement de référence va diminuer au fur et à mesure des aléas climatiques. Or, ce matin, on entendait du ministère de l'Agriculture qui disait que dans le fonds de calamité agricole, anciennement, si l'aléa revenait dans une période de 10 ans, eh bien, ce n'était pas forcément déclaré comme un aléa climatique, parce qu'il y a une certaine part de responsabilité de l'agriculteur aussi d'adapter ses cultures en fonction de l'évolution du climat. Voilà, donc c'est par rapport à tout ça que j'aurais bien aimé vous entendre. Alors, qui répond ? Monsieur Limousin. Je pense que sur le système incitatif, aujourd'hui, j'ai donné quelques exemples, mais il peut y en avoir d'autres. Le dispositif le plus violent, peut-être, sur le système incitatif, c'est que si on commençait à toucher sur les aides de la PAC, là, ça pourrait être violent, mais au bout d'un moment, on pourra toujours lever les bras au ciel en permanence, changement climatique, d'accord, on a tous une responsabilité. En attendant, on a des entreprises, et quand le sinistre arrive, on fait quoi ? Parce que moi, je pense que notre responsabilité, elle est là aujourd'hui. Donc, c'est d'avoir la panoplie la plus large possible. Je pense que le dossier du sanitaire, et Cécile l'a évoqué tout à l'heure, on a des problématiques sanitaires qui viennent de partout. Ça, les maladies animales ou végétales, ça vient d'autres pays, elles existent chez nous. Nous avons fait un choix professionnel de mettre en place ce fonds de mutualisation sanitaire avec une cotisation qu'on a rendue obligatoire, qui est de 20 € par agriculteur et par an. C'est 10 millions d'euros chaque année qui rentrent dans ce fonds de mutualisation. On l'a poussé à la FNSEA à l'époque, parce que c'était permis dans le cadre de la PAC. On est le seul pays en Europe, le seul à l'avoir mis en place. Et c'est géré par un conseil d'administration où il y a toutes les organisations syndicales représentatives qui sont autour de ce conseil. Et Jean-Louis en fait partie, entre autres. La Confédération paysanne y est. Et tous les programmes qu'on a votés jusqu'à présent ont été votés à l'unanimité. N'est-ce pas, Jean-Louis ? C'est vrai. Ben, ça veut dire qu'il y a eu, dans ce dispositif de mutualisation, on peut le dire, mais il faut passer aux actes. Et on est passé aux actes. Quand l'histoire de la carotte de créance, la DGAL appelle le FMSE pour dire est-ce que vous pouvez accompagner ? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? C'est qu'il y a eu des retraits de molécules et maintenant, on fait quoi ? Le FMSE n'est pas là pour accompagner ou se substituer à des choix politiques, même s'ils sont justifiés par les scientifiques, de retrait des molécules. Alors, par contre, nous, ce que l'on a dit très clairement, dans l'adaptation, on peut mettre un programme d'adaptation sur plusieurs années, y compris de la rotation de culture, etc. Mais c'est vrai que tant que ça marchait, les gens, ils y étaient sur ce dispositif. Je vous cite vraiment cet exemple pour montrer que on a réussi avec ce fonds sanitaire, parce que quand un problème sanitaire arrive, il est facilement identifiable. Problème sanitaire qui arrive au nord, au sud, ou à l'ouest ou à l'est, si c'est de la tuberculose ou de la brucellose, il y a les mêmes effets de coup de blocage des animaux. Par contre,
un phénomène climatique n'a pas le même impact, et en fonction des systèmes d'exploitation. Et c'est de là qu'il faut trouver ce système assurantiel qui, à notre goût, est une vraie complémentarité avec le fonds des calamités, bien évidemment. On doit garder le fonds des calamités, ne serait-ce que pour la perte de fonds. Ne serait-ce que pour la perte de fonds, parce que le ministère aurait tendance à vouloir nous faire passer l'idée, on supprime le fonds des calamités et débrouillez-vous avec le système assurantiel. Nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il faut maintenir le fonds des calamités pour les productions arbo, tant qu'on n'a pas trouvé un système assurantiel pertinent, il faut maintenir l'accès au fonds des calamités et on booste les assureurs pour qu'ils viennent avec une offre qui soit acceptable pour les agriculteurs. Aujourd'hui, le coût de l'assurance, si je prends le système grande culture, selon les options que l'on peut avoir, ça va aller entre 10, 11 euros de l'hectare jusqu'à 40 à 50 euros de l'hectare. Selon que vous faites des rachats de franchise, vous déclenchez, si la franchise elle est à 30%, vous la ramenez à 15%, eh bien vous augmentez votre coût. Pour la prairie, ça peut être 8 à 9 euros de l'hectare. Enfin, au bout d'un moment, on a des systèmes aujourd'hui satellites qui peuvent détecter, qui sont encore un peu contestés. Mais nous considérons que les nouvelles technologies doivent nous permettre d'avancer sur ces questions-là pour aller plus loin. Donc le système assurantiel avec l'expertise, aujourd'hui, on a des coûts de fonctionnement et on a un vrai dilemme avec les assureurs là-dessus pour justement permettre de connaître, d'avoir plus de transparence, parce que c'est ce qui est demandé aussi par l'État, parce que j'ai vu quelques discussions à un moment donné qui demandent plus de transparence sur les coûts de fonctionnement qu'il peut y avoir au niveau des assureurs. Donc je pense qu'il y a besoin d'avancer là-dessus. Sur l'aspect des références, rendement de référence, je pense que, je ne sais pas comment ils vous ont présenté les choses, mais Baptiste l'a évoqué tout à l'heure, on a vraiment une vraie difficulté de pouvoir, avec cette moyenne olympique, c'est elle qui nous coince aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable d'arriver à modifier le dispositif pour enlever je dirais la meilleure et la moins bonne qui lisserait déjà un petit peu plus là-dessus? Le système, je dirais, idyllique aujourd'hui, ce serait de s'appuyer sur le potentiel d'une exploitation. C'est complexe, c'est beaucoup trop complexe. Parce que on a des tels aléas climatiques, et Daniel l'a évoqué tout à l'heure, tout d'un coup on peut avoir plusieurs années climatiques successives, et boum, 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 et on n'arrivera jamais à déclencher l'assurance. Et c'est ça qui fait le blocage aujourd'hui, c'est de trouver un système qui permet véritablement de prendre en compte la réalité du potentiel agronomique d'une exploitation. Et ça, c'est encore complexe. Oui. Vous ne craignez pas les dérives de voir des cultures dans des secteurs, je vais prendre le tournesol par exemple, moi je suis dans un secteur bas normand, on voit du tournesol qui monte, on le voyait sur la Sarthe, et puis aujourd'hui, nord de l'Orne, on commence à avoir quelques cultures de tournesol. Des cultures qui vont jamais au bout, où il y a forcément indemnisation aléa climatique. Je suis pas sûr que ce soit le système assurantiel qui milite là-dessus. Alors là, ça, non. Qui incite, pardon. C'est pas le système assurantiel qui va inciter les gens à aller faire du tournesol. En Normandie. De la dérive. C'est pour ça que par rapport à ce qu'il nous rappelait, il nous disait si dans les 10 dernières années il y a eu le même phénomène climatique sur la même culture, on ne le prend pas en charge parce qu'on considère que c'est un phénomène récurrent et il n'y a plus d'adaptation de la culture par rapport à l'endroit et par rapport au risque. Donc c'est plus par rapport à ça. Ça peut être la variété, ça peut être la culture. Ça peut être, c'est intéressant, on a eu ce débat avec les cerises dans le sud de la France. À partir du moment où les sinistres, grêles ou autres reviennent régulièrement, on a même eu quelques réflexions de l'administration nous disant faut peut-être arrêter de faire des cerises dans le Var ou dans le Vaucluse. Je suis pas sûr que ce soit quand même... Non mais moi j'ai vu quand même des départements qui ont fait des choix à une époque, mais ça remonte à 20 ans en arrière, des choix d'investissement sur des systèmes de filets para-grêle. 2 départements l'un à côté de l'autre, je ne vais pas les citer, l'un l'a fait, l'autre ne l'a pas fait. Ça change complètement 20 ans après. Et quand on parle du grand plan d'investissement aujourd'hui,
Moi, je ne sais pas ce qu'on va y mettre dedans. Mais est-ce qu'on n'aurait pas une vraie ambition forte d'une politique d'investissement sur cette gestion pour limiter le risque? Et je reviens sur les réflexions de Cécile tout à l'heure, sur la PAC. La légitimité des soutiens de la PAC, elle passe aussi par cette gestion des risques. On a quand même été décrié en disant, mais est-il normal qu'il y ait tant d'euros à l'hectare? Bon, on a été attaqué, Daniel, là-dessus, sur ces questions. Nous considérons que, bien sûr, on ne peut pas tout casser d'un coup, y compris sur la prochaine PAC, qui quand même 2022, 2023, 2027. Qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Bien sûr, on veut un premier pilier costaud, mais nous pensons que la politique de gestion des risques économiques, sanitaires et climatiques doit faire vraiment partie de cette PAC. Après, le débat du prix, c'est un autre sujet. Les états généraux de l'alimentation, entre autres, on ne va pas tout mélanger, mais pour une exploitation, c'est comment on prend les dispositifs pour sécuriser. Et je pense que pour le contribuable, le fait d'apporter des moyens de la PAC qui iraient sur la sécurisation, ça sera quand même plus de légitimité au soutien. Les sénateurs ont donc auditionné les syndicats agricoles sur la gestion des risques climatiques. Les agriculteurs ont présenté les procédures d'indemnisation et d'assurance pour faire face à tout accident climatique, mais ils ont dénoncé la lenteur du système pour obtenir des indemnités et éviter de fermer leur exploitation. Les syndicats demandent également que l'État et l'Europe prennent leurs responsabilités pour protéger les agriculteurs alors que les accidents climatiques sont de plus en plus récurrents. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.